Les Marocains, d'ailleurs, notre élite culturelle de la diaspora. Et donc nous avons invité quelques opérateurs culturels vivant un peu partout dans le monde. Donc on a Paco qui vit au Brésil, on a Mounir qui a sa structure à Paris, on a Habib qui organise Arabesque à Toulouse, on a Abdou qui fait 10 000 choses en Belgique, on a Mohamed Sidrine qui fait le 6e continent, et puis Samy qui va se produire ce soir, qui se produit pour la première fois chez nous à Visette Musique. Nous avons également dans la salle plusieurs opérateurs qui travaillent un peu partout dans le monde. On a Rachida qui est en Suisse, on a Karim qui est aux Pays-Bas, on a plein d'amis, on a Saïd qui travaille en Suède. Donc, et on a parmi nous il s'agit de CCME, de Conseil de la communauté marocaine résidente à l'étranger qui est parmi nous, qui représente le secrétaire général, qui est aussi notre partenaire. Quelqu'un qui défend beaucoup la culture et quelqu'un qui se bat pour ça. Il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, dernièrement, il a fait un excellent travail sur Leila Alaoui, qui est un projet qui a été présenté ici à Rabat, qui va être présenté un peu partout, qui va peut-être circuler. Donc, vous aurez l'occasion d'en parler. On parle peu de cette diaspora qui fait des choses un peu partout. On attend aussi Miloud qui vient de Norvège, enfin, qui est censé nous rejoindre normalement. Donc, cette communauté qui est un peu notre trait d'union entre le Maroc, leur pays d'origine, leur pays de naissance, et le pays où ils résident. Et donc ces figures font un excellent travail dans leur territoire et qui représentent quelque part notre fierté, voilà, parce que nous avons des fois, les médias font des fois focus sur ceux qui sont loin, qui participent aux turbulences d'aujourd'hui, mais on a ce que je peux appeler des militants qui font des choses formidables dans leur territoire. J'ai invité Habib Tcharaoui, que vous connaissez tous, qui fait un excellent travail avec Arabesque, qui est quand même pratiquement le festival dédié aux cultures arabes et leur diversité, arabe entre guillemets, qui connaît très bien ce sujet. Je lui ai demandé de modérer cette rencontre, qui est aussi un aller-retour entre vous et entre nous ensemble, parce qu'en fait on était censé normalement organiser ça sous forme, parce qu'il y a des membres de la diaspora qui sont là, il y a d'autres qui sont là, donc c'est un aller-retour auquel je vous demande d'y contribuer. En tout cas, merci encore à vous tous d'être parmi nous. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu veux dire un petit mot, s'il te plaît, avant de passer la parole à Habib? En tout cas, il n'y a pas de mots à dire. Il y a à peu près, il y a le secrétaire général du CCME, c'est Abdallah Boussouf, qui est lui-même un immigré. Et lorsque, pour partir, et moi aussi, et je trouve que être immigré aujourd'hui, c'est une nationalité aussi. C'est-à-dire, Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien, disait « Watani haqibati ». Mon pays, c'est ma valise. Donc, on est 6 millions de Marocains dans le monde. Ça veut dire que c'est un territoire parmi les territoires du Maroc, avec papier ou sans papier, installé ou pas installé, mais en tous les cas,
on est nombreux. On est très fiers de cette diaspora. C'est Abdallah Boussouf s'excuse auprès de vous parce que ce pays-là n'est pas à la hauteur du travail que vous faites. Et ce n'est pas de la langue de bois que je suis en train de vous transmettre. Depuis 10 ans que le CCME existe, il est composé que de Marocains de l'étranger. Et depuis 10 ans, on essaie de s'intégrer dans notre propre pays. Parce que notre vraie intégration, c'est vous. C'est le travail que nous faisons au quotidien pour nos territoires d'origine. Souvent, ce sont les territoires des origines des parents, ça veut dire les marges de ce territoire, ça veut dire c'est les quartiers populaires, ça veut dire c'est les douars, les lointains douars. C'est pourquoi toute l'action que nous faisons avec des alliés qui sont extraordinaires, qui font un travail extraordinaire comme Sebrahim ou d'autres, c'est de revenir à l'envoyeur. Et l'envoyeur, ce sont ces marges. Donc lorsqu'on fait un travail sur Layla El Alaoui, c'est pas en tant que grand photographe, c'est aussi pour que les photos de Layla El Alaoui puissent arriver à Émile Cheikh dans le Haut-Atlas, là où il a pris des photos, qu'il revienne à une école à Tamslour dans la région de Marrakech, ou de revenir cette année pendant 3 mois. Ils étaient à la sortie de Tongemet, c'est-à-dire les gens, les petits-enfants de migration du monde qui arrivent par le bateau avec leurs parents et qui arrivent au port de Tongemet, trouvent la première image qui leur saute aux yeux, c'est les images de Layla El Alaoui. Et en discutant avec ce qu'on appelle les petits gens de port de Tongemet, il y a un monsieur qui m'a ramené vers une jetée. Il m'a dit ici, dans cette jetée, ce sont des égouts. Dans cette jetée, souvent, ce n'est pas les égouts qui sortent, c'est les êtres humains. Souvent, des jeunes qui veulent passer de l'autre côté pour prendre un bateau, rentrent par ce tunnel et souvent, ils finissent morts de l'autre côté du port. Il m'a dit, Layla El Alaoui, elle est la seule qui a pu faire rentrer dans le port Tongemet des personnes, c'est un hommage à ces personnes-là. Donc, merci beaucoup. Le CCME est à votre disposition. Avec le peu de moyens, le CCME, c'est pour vous rassurer, on est avec des opérateurs culturels qui apportent énormément d'argent à ce pays et dans les pays de résistance, de résidence aussi, et de résistance. C'est 5 millions d'euros, c'est 50 millions de dirhams. C'est le plus petit budget de n'importe quelle institution marocaine. Un ministère, la plus petite fondation au Maroc, le CCME a à peine 10% des budgets de ces fondations. Et on essaie de faire avec ces 10%, parce que ce sont les immigrés qui gèrent ça, les immigrés en intégration dans leur propre pays qui gèrent ça, qui essayent de faire des choses. On sera toujours avec vous, on sera toujours en résistance et en restauration dans ce pays, parce que c'est votre pays et le pays de vos ancêtres. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je vais juste continuer un petit peu dans la lancée de Brahim et Youssef, parce que tu parlais de Leïla, et Leïla était une grande amie, et je l'ai eue, moi, au téléphone le jour où elle était à l'aéroport, où elle partait à Ouagadougou. On était sur un très grand projet, justement, ensemble, et on lui a d'ailleurs consacré, dédié l'édition de 2016. Et comme tu le sais, on a une thématique l'année prochaine sur le Festival Arabesque qui s'intitule Diaspora, où on va accueillir, si tout va bien, des œuvres de Leïla en accord avec ses parents et le CCME aussi. Donc, et elle était aussi l'image de la diaspora, parce que c'était d'abord elle était très très talentueuse, elle était toujours avenante et elle a sillonné le monde pour revenir souvent au Maroc. C'est-à-dire qu'elle était en Inde, voilà, quand elle a été assassinée, parce que c'est un assassinat, hein.
explore les choses comme elles sont. Elle était sur un projet justement humanitaire à Ouagadougou et elle photographiait les femmes. Donc, et elle revenait tout le temps, c'est-à-dire qu'elle mettait toujours en comparaison et en lien un petit peu avec ce que vivaient les Marocains et les Marocaines dans son pays natal. Donc elle vivait à Beyrouth, elle vivait à New York et elle sillonnait le monde. Donc, et souvent elle faisait le parallèle avec... Elle arrivait à expliquer avec ses photos que l'identité marocaine était une identité multiple et qu'elle a retrouvée dans ces différents pays. Et c'était une vision assez personnelle qu'elle avait. On n'était pas toujours d'accord sur ça, pas sur ses chats de photographie, mais de la façon qu'elle avait de défendre. Mais je l'aimais beaucoup, c'était une très grande amie. Et en tout cas, voilà, son absence nous accable à tous et elle était un vrai porte-voix de la photographie marocaine dans le monde. Je dis monde arabe parce que beaucoup maintenant lui rendent hommage et on continue. De grandes galeries d'ailleurs, elle a exposé dans de grandes galeries et nous on est très contents de pouvoir continuer à lui rendre un hommage dans la prochaine édition sur la thématique. Je veux dire, il se trouve qu'en plus, cette thématique, j'en avais parlé avec elle et qu'on devait travailler ensemble là-dessus. Voilà. Juste pour. Et c'était un bel. C'était bien d'avoir cité Leïla, Brahim et Youssef, vraiment. Alors, transition difficile, désolé. Donc moi je suis Habib Dechalaoui, je suis directeur du festival Arabesque à Montpellier, directeur et fondateur du festival. Je crois que tout ce qu'on a en commun ici, Miloud va nous rejoindre, c'est notre marocanité. Je ne sais pas si on peut l'employer comme ça, mais c'est que beaucoup d'entre nous sont nés au Maroc. Moi je n'ai jamais vécu au Maroc, mais je suis né au Maroc. Pour la petite histoire quoi, c'est-à-dire que moi mes parents étaient en France dans les années 50. Et quand ma mère était enceinte de moi, elle est rentrée au Maroc pour que je puisse naître dans la maison familiale. Donc j'ai la nationalité marocaine, la nationalité française. Et je me suis toujours posé la question, en créant ce festival, pourquoi je le créais. Et j'ai dit, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais c'était en même temps, lors d'une grande tournée, j'avais été frappé, je revenais on parlait de la Palestine tout à l'heure, j'avais fait une très grande tournée au Proche et au Moyen-Orient et j'avais été frappé par, on le sait tous, la diversité qu'il y a dans le monde arabe, justement. Déjà rien qu'entre un Algérien et un Marocain, on nous signifie souvent les différences qu'il y a, même si elles sont moindres, mais que cette diversité dans le monde arabe est vraiment multiple pour le coup. Et j'essayais de comprendre bêtement qu'est-ce qui nous liait, qu'est-ce qui lie ce monde arabe. Vraiment, j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. J'ai dit, hormis la langue littéraire, il n'y a que ça qui lie, même pas la religion, même pas les coutumes. Alors voilà, l'idée de ce festival est vraiment née comme ça. Et ça s'est rapidement développé, et tant mieux, et j'espère que ça continuera. Mais en même temps, j'ai toujours, à travers la programmation que j'ai pu proposer avec mes équipes sur le festival, fait une très grande place à la tradition et à la scène contemporaine et à la nouvelle scène. Et souvent, très souvent, dans la programmation, alors je ne sais pas si c'est lié à mes origines, mais la scène marocaine était toujours très présente. Donc je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il n'y avait pas un parti pris justement du fait que je sois aussi marocain? Je ne crois pas. Mais parce que la scène marocaine est riche, elle est très diverse, c'est-à-dire que je ne fais pas un petit cours, un petit cours sur les us et les coutumes marocaines, mais on voit qu'elle est du nord au sud, elle est très différente. Mais ce qui est le plus frappant et ce qui m'a fait le plus halluciner lors de mes différents déplacements dans le monde, c'est à chaque fois que j'ai rencontré des Marocains, on a des beaux exemples, hein, on va en parler. C'est justement, d'abord les Marocains, je sais pas ce qui se passe, ils sont tout de suite connectés, ils se voient, ils savent qu'ils sont Marocains, ils ne parlent même pas des fois. L'exemple, en Mulhouse en Norvège, on se regardait, on parlait même pas les détails. C'est assez hallucinant. Et à travers tout ce que ces Marocains que j'ai pu rencontrer,
dans ces pays, chacun a voulu garder cette marocanité. Alors, je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais il est bien, il est sympa. Mais c'est-à-dire que, et tout de suite, la première chose, et vraiment le dénominateur commun, c'était la nourriture et la musique, subhanallah. Donc c'est les deux choses, c'est vrai. Ces deux choses-là, tout de suite, parce qu'on a besoin de manger avec les mains, et tout de suite, il y a une référence culturelle. Et alors moi, j'ai découvert ce que faisait Paco, j'ai découvert ce que faisait Miloud. Il y a Mohamed El Koubel qui est parti aussi, qui n'a pas pu rester, qui a un très beau festival en Belgique et qui travaille au Palais des Beaux-Arts. Bon, lui, c'était pire encore, parce que, juste pour la petite anecdote, c'est que on s'était donné rendez-vous, je parle de lui parce qu'il n'est pas là, mais je vais vous donner la parole et expliquer un peu la transition de tout ça. C'est qu'on commençait à discuter, on travaillait sur un projet par mail et tout ça, on s'est rencontrés à Bruxelles, et en parlant, il me dit, Maghrébi, ouais, marocain, il me dit d'où? Je lui dis, ouais, Meknes, moi aussi, Meknes. Ah ouais, mais d'où Meknes? C'est derrière ça m'est jamais arrivé, hein. Sauf il y a quelques semaines à Oslo, mais bon, ça m'est jamais arrivé. Oui, c'est derrière moi, ouais, c'est devenu. En fait, sa famille était voisine de ma famille depuis, je sais pas, peut-être au moins une centaine d'années, parce que c'est vraiment le vieux. Et il se trouve que j'ai mangé, bon, vous voyez, je ramène à la gastronomie, hein, excusez-moi, mais je mangeais de la marcoda, je sais pas, en revenant de la piscine. Donc tout de suite, la barrière, hop, il n'y avait plus de barrière, on commençait à parler. Alors mes collaboratrices qui ne sont pas du tout d'origine marocaine n'ont rien compris à la discussion. Et lui, ses collaborateurs non plus. Donc on était en train de parler de marcoda, de la piscine, du truc. Et alors qu'on ne s'était jamais vu, sauf qu'on avait des images communes. Et ça a tout de suite connecté. Après, bien sûr, je vous rassure, on a parlé de projets de coopération, mais tout de suite, c'était assez hallucinant. Et ça me l'a fait, Brahim était là aussi, quand j'ai rencontré aussi des Marocains à Oslo il y a très peu de temps, et dont Miloud, qui j'espère va nous rejoindre. Donc, malheureusement, on ne pourra pas nous rejoindre. D'accord. Ok. Donc là, c'est vrai que on parle. Je ne pense pas que c'est un rappel systématique de nos origines. Je crois que c'est un fait acquis. Je crois que, moi je l'ai dit, j'ai jamais vécu au Maroc, mais pourtant je me sens profondément marocain, profondément français. J'ai pas de problème d'identité. Mais je pense que ce qu'on fait est la résultante de cette alchimie des deux pays, des deux rives, que ce soit le Brésil, pas qu'on va nous en parler, je lui donnerai la parole en premier parce qu'il arrive de loin, que ce soit le travail que fait Mohamed, que ce soit le travail que fait Abdou, que ce soit le travail que fait Samy aussi, ou Mounir. Chacun d'entre nous... Les concerts dans des bars, des restaurants, au foyer des sans-abri, par exemple, dans les bibliothèques, les centres sociaux, les bars, les restaurants, les brasseries. Et les gens circulent avec un programme comme ça, et le plan du quartier derrière, et ça brasse. Donc, de 18h à 1h du matin, tout le quartier est noir de monde, les gens ils voient un concert de flamenco, ils sortent là, il y a de la tarantella italienne, là il y a, je sais pas, les gnawa. Vendredi, on part à Gerland, donc c'est un grand parc, on organise une nuit qui s'appelle Ethnothèque, de 21h à 5h du matin. Alors Ethnothèque, c'est toujours pour croiser les publics, hein. Ça c'est notre mission. Ethnothèque, c'est une rencontre entre ethno comme ethnique et tech comme électro, comme musique électronique. Donc beaucoup de projets électro, musique du monde, magnifique, jusqu'à point d'heure. Et le lendemain, donc nous avons un village associatif, des restaurants du monde, et le soir, des concerts, bon, d'envergure. Donc l'accessibilité, c'est quoi? C'est que le festival est à prix libre. Les gens, ils passent, ils ont des sous, ils mettent, ils n'ont pas de sous, ils rentrent quand même. On a un public vraiment de toute origine, toutes les couleurs, tous les âges. L'accessibilité aussi qui est très importante pour nous, pour moi en tout cas, c'est l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc on pense avec une structure qui accueille les gens à fauteuil roulant avec tout un dispositif pour les accueillir. Les malentendants, les malvoyants, parce qu'on a des systèmes électroniques où les malentendants, ils rentrent dedans, ils appuient sur le petit bouton, ils n'entendent plus le brouhaha, ils entendent uniquement le son de la face.
comme s'ils avaient un casque où ils écoutaient de la musique. Bon, bref. Et que dire encore? En 2004, nous avons, on s'était dit, 2003. Bon, c'est bien d'avoir un événement ponctuel une fois par an, mais le reste de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on agisse tout le long de l'année. Et du coup, nous avons ouvert une salle de concert qui s'appelle le 6e continent, en plein centre de Lyon, avec une programmation jeudi, vendredi, samedi, toujours chansons, musique du monde, électro, musique du monde aussi. Et puis c'est devenu un lieu habité par je ne sais combien d'associations, ça brasse du lundi au samedi, les chansons là. Et malheureusement, donc c'est la petite note un petit peu triste, malheureusement ce lieu ferme au mois de décembre pour 2 raisons. Baisse de subvention de la région et puis la suppression des aides emploi qui touche je ne sais combien d'associations au niveau national. Le Maroc. Alors le Maroc, je sais pas, quel lien tu as gardé c'est ça. Et comment il est présent? 2002-2003, le conseil d'administration m'avait dit Mohamed, mais t'es marocain, fais-nous un festival sur le Maroc. Ouais. Attendez. Attendez, parce que je sais que un directeur d'un festival de musique du monde marocain qui organise un festival sur le Maroc direct comme ça peut... Bon, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous attendent au virage. Donc on a laissé le temps jusqu'à 2009, et là j'ai dit au président, je suis prêt, 2008. Et on a organisé un magnifique festival avec comme thématique le Maroc. Parce qu'avant le festival était thématique. Bon, on a, comme tu disais, une diversité musicale extraordinaire, des groupes du nord jusqu'au sud, des artistes peintres, des projections de films à l'Institut Lumière, c'était vraiment très 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 beau. Et l'année d'après, c'était le Brésil. Et du coup, pour faire le lien entre le Maroc et le Brésil, on a fait une création entre Degnawa et un groupe de Foro du Nord-Est, et qui avait joué pendant le festival au Maroc. Voilà, pour la petite, pour le petit lien. Voilà, voilà, c'est le lien, il est toujours là. Donc cette année, pour la 20e édition, on essaie d'organiser, de faire une rétrospective des 20 ans, avec des journées par pays. Donc il y aura une scène Maroc, je ne sais pas quel jour encore. Le lien, c'est grâce à Visa for Music qu'on se rencontre tous. Grâce aussi à un autre festival que j'aime beaucoup, qui est Casablanca. C'est le boulevard, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc voilà, c'est le boulevard Visa for Music qui entretient ce lien avec le Maroc. J'espère que je n'ai pas été long. Non, ça va. C'est juste qu'on est nombreux et c'est agréable. On a envie de... On aimerait que ça dure plus longtemps en fait, parce que moi je connais Mohamed Sidrine et j'ai déjà plein de questions à lui poser, même si je connais une partie des réponses, j'ai vraiment envie de poursuivre. Mais le temps nous est imparti. Mais voilà, c'est passionnant. Moi je vous invite vraiment à aller découvrir ce festival, vraiment, c'est une institution à Lyon qui... il y a un très mauvais président de région là-bas, je le dis, que j'aime pas. Je l'aime pas. Et qui va faire beaucoup de mal à la France, en tout cas s'il continue dans son chemin. C'est Vauclise, hein, pour ne pas le citer, c'est un désastre. Voilà. C'est pour ça qu'en plus il faut y aller dans ce festival parce qu'il rassemble, il donne beaucoup d'espoir et c'est surtout un festival qui marche, qui fonctionne. Et je suis attristé par la fermeture de ce lieu que tu as mis tant d'années d'abord à essayer de monter et après à monter. Donc voilà. Donc peut-être qu'on en reparlera, mais faire une petite mobilisation. Moi en France, Monir, on en a parlé et on peut essayer aussi de se mobiliser entre les acteurs culturels pour le coup en France, pour être plus entendu. Je vais te donner la parole, Samy, justement pour nous parler un petit peu de toi, de tes projets, de ton lien avec le Maroc, même si la réponse est dans ma question. Ensuite, Abdou nous parlera un petit peu de son travail, de son expérience en Belgique et de ses liens, toujours avec le Maroc, indéfectible.
Mounir finira et après je prendrai 2 ou 3 questions dans la salle. On va essayer de respecter le temps parce que Brahim m'a dit qu'il fallait qu'on se termine d'ici une trentaine de minutes, c'est-à-dire vers midi. Voilà. À toi, Samy. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Premièrement, je suis très fier d'être ici à Visa for Music parce que ça tombe. Je m'excuse si je fais des erreurs en français parce que je parle beaucoup hollandais que français, donc je vais essayer la marocanité avec la hollandalité. Donc on va essayer de faire un mixage cocktail. Je m'appelle Samy, chanteur et fondateur du groupe Caspa, et j'ai l'honneur d'être ici à Visa for Music, même si j'ai commencé avec Brahim, je suis remix, de parler de ça, donc je connais, mais je le remercie beaucoup parce qu'il a beaucoup travaillé pour ça, donc merci. Et ça tombe par hasard avec l'anniversaire de notre groupe, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc ça tombe, ce soir on va jouer à 8h30 au théâtre, donc ça fait un gros plaisir. Bon, je suis chanteur du groupe Caspa, j'ai fait... bon, واحد بالي ملال واحد كازا واحد برازيل, moi c'était Oujda, donc de Oujda aux Pays-Bas. La diversité même dans le Maroc, ouais, elle est très importante. De Oujda aux Pays-Bas, donc j'ai fondé le groupe Caspa là. On est 6 Hollandais, 2 Marocains. Avant j'avais que les Marocains, mais ça n'a pas marché. Le retard bien sûr. Ça va. Tout le monde connaît cette mélodie donc. Alors, j'ai des Hollandais dans le groupe. On a un groupe de fusion qui fait bien sûr l'originalité. On est comme un tagine marocain, donc l'origine on n'oublie pas. Et avec les épices européennes. Donc, on a fait une fusion mixée. On a fait presque tous les festivals de Hollande, parce que presque on a joué même des grands festivals, Lowlands, les grosses boulevards. Il a parlé du boulevard. Le boulevard, c'est moi qui a branché avec Momo pour le mettre en Hollande, parce que maintenant ils font ça aussi en Hollande chez nous. Je travaille avec, je suis directeur artistique festival Bazar que j'ai fait. Je n'aime pas parler de moi beaucoup de moi, mais il faut expliquer un petit peu. Donc. Alors, en 2002, bon, le groupe il s'est bien lancé en 95, donc 95, comme on dirait les Belges. En 95, donc en 2002, il y avait le mariage il était prince avant, prince de Hollande. Ils cherchaient un groupe de diversité, de fusion, donc ils nous ont appelés pour faire ça. Donc c'était le seul Marocain qui a joué là. C'était le mariage du roi de Hollande. Et après, ça nous a donné la puissance pour s'améliorer. Donc on a fait. J'ai commencé à organiser des festivals. J'ai fait Hafla Anissa, donc peut-être qu'il connaît, parce qu'il vient de la Hollande, parce qu'il y a beaucoup de berbères en Hollande. Donc, tu vois, la femme berbère, elle ne peut pas sortir. Donc, j'ai fait Hafla Anissa que les femmes. Donc, la soirée des femmes, pas d'hommes. Ou des hommes, des fois déguisés en femmes. Si c'était possible, il y a des détecteurs là. Alors, j'ai travaillé avec Marmoucha, 6 ans avec Marmoucha. Donc, j'ai fait un grand concert avec l'Orchestre Royal de Hollande. On a fait une chanson avec eux. C'était 83 musiciens qui ont chanté avec nous. La télévision hollandaise, des programmes. J'ai pas fait la gastronomie. J'avais un magasin qui s'appelle Khazef. Donc, je vendais le henna, touajem, bendir, drabek. C'est pas. Après, on était en tournée en Colombie. On a fait tournée en Colombie. On est parti 5 fois successivement au Mexique. On a fait donc 5 fois le Mexique. 5 ans, c'est-à-dire. Tu parles du Mexique et tout à l'heure, pardon, je t'interromps, mais je voulais t'interrompre. C'est qu'il y a des études anthropologiques qui ont trouvé beaucoup de liens entre le Mexique et le Maroc. Assez hallucinant. Non, mais c'est assez hallucinant. Et jusqu'à la gastronomie, parce que la gagné ne pousse qu'au Maroc et que sur des plateaux mexicains. Alors, frontière entre l'Europe, le Maroc, frontière entre l'Afrique et l'Europe, et le Mexique. Non, mais c'est assez édifiant. Je vous invite à lire ce qui m'a plu au Mexique, on était en train de jouer. Il n'y a aucun Marocain, je m'excuse. Je regardais un petit drapeau là marocain, je dis, je voulais stopper, je te le jure. Je voulais stopper, je dis, c'est quoi ça? Dans un Puebla, je ne sais pas comment il s'appelle, je me rappelle. Ouais.
Et je vois une Marocaine avec un drapeau. J'ai dit, je voulais stopper pour l'appeler. J'ai dit, mais il y a même le virus marocain ici. Oh, bon. Donc viens. Je l'ai appelé, je l'ai monté sur scène. Donc c'était la seule Marocaine que j'ai vue en Amérique du Sud. Mais j'avais la chef de poule, franchement. Donc on est revenu après le Mexique. On a fait l'ouverture du festival Mawazine. C'était le premier groupe qui a fait l'ouverture. Le groupe Kaswa a fait l'ouverture du festival Mawazine. Après, on est venu ici jouer. Je fais aussi directeur du festival de rire, Nuit de rire à Oujda. On vient de se produire le mois dernier. Et je fais directeur artistique. Et je fais ça me plaît pas. Donc, mais si vous voulez nous voir, donc ce soir à 8h30, Inch'Allah, vous allez voir comment je parlais de notre tagine mixée avec les épices européennes. Donc, ça fait un grand plaisir. Et maintenant, en Hollande, je suis en train de faire, parce que je vais faire la balance de toute façon, je suis en train de faire la musique, pour Caravan Music, avec un acteur, Karim Gunnouni, c'est un acteur, très bon acteur marocain, et vous connaissez bien sûr. Et on fait la caravane pour faire connaître la culture et la musique marocaine. Donc on fait le départ du Sahara du Maroc. On arrive jusqu'à l'Égypte, jusqu'à Moukitoum, mais on fait ça avec c'est un projet pour enfants et pour adultes. Donc on fait le départ du Sahara, on fait la musique de Regada, on arrive à Oujda, après on fait Berkane, après on fait Nado Refia, après on part en Algérie, après l'Algérie on va à la Tunisie, la Libye, jusqu'à l'Égypte, donc on fait la musique marocaine et arabe. Jusqu'à la fin que les petits enfants là, ils reçoivent un petit mouchoir là, ils font comme au culture. Tu vois, alors c'est pour clôturer, donc ce qu'on fait c'est pour lever notre drapeau là, pour faire connaître la culture marocaine. Vous savez, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup si on dit la vérité, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui font ça, il y a beaucoup de criminels aussi, il y a beaucoup, donc ce qu'on peut faire c'est pour donner une bonne image et bonne culture. Inch'Allah, Rabbi Oufqna. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc à 8h ce soir au théâtre, Abdou, l'activiste. Bonjour. Donc Abdou, c'est depuis 79 en Belgique, mais sinon avant c'était Abdelrahim. C'est compliqué, Abdelrahim. Voilà. Ça, non. Mais sinon, j'ai atterri en 79 en Belgique. J'étais là comme étudiant. Et par la suite, pendant cette période, il n'y avait pas beaucoup d'activités autour de notre culture. Et oui, il n'y avait pas beaucoup d'événements autour de notre culture. On m'a demandé en 93 pour proposer une programmation au KBS, au Théâtre Royal Flamand. Ils ont fait tout un festival autour des cultures arabes qui s'appelait l'autre Bruxelles. Et ils m'ont demandé d'y participer, d'apporter une programmation marocaine. Et c'est là que j'ai attrapé le virus, à vrai dire, et en fréquentant aussi d'autres artistes dans le temps. Et j'avais une formation paramédicale, par la suite, pour avoir accès à la profession, j'ai dû reprendre les études pour devenir animateur, formateur d'adultes. Et ainsi de suite. J'ai après créé une association qui s'appelle Touba, en hommage à une ville au Sénégal où j'ai assisté dans 86 à Oumagal. Et je travaillais avec cette association pendant une quinzaine d'années où je faisais la promotion de la culture marocaine toujours. J'ai monté un festival qui s'appelait Halqa. Et tout le monde connaît qu'est-ce que c'est le Halqa, où j'ai mêlé un peu de théâtre et musique. Et aussi, on allait dans les marchés bruxellois pour faire la promotion du festival. Je demandais des autorisations auprès des autorités. J'avais du soutien surtout des autorités locales, de la communauté flamande beaucoup qui ont aidé, la région bruxelloise. Et depuis ça fait une douzaine d'années que je travaille actuellement pour le service culture de la commune de Saint-Gilles, comme employé pour assurer l'alimentaire, parce que dans le milieu culturel, et surtout dans ce milieu-là, c'est pas ça qui va vivre, et surtout, moi je ne suis pas commercial, c'est plutôt dans le travail de la promotion, découvrir, redécouvrir.
par rapport à la gastronomie, on va rajouter un peu de ça. Il y a un festival qui est à Houston qui s'appelle le Festival Afro-Caraïbe. Il travaillait sur le thème Maroc et j'ai monté un événement autour le tagine dans tous ses états. Et tout, ça se passait dans une tente, les gens s'inscrivaient à l'avance et c'était tous des Belges. Il y avait amené des Marocains qui ont cuisiné, ils ont fait le pain et ils composaient leur tagine eux-mêmes. Et le temps de la cuisson, il y avait toutes des animations. Il y avait la danse orientale, il y avait des contes, il y avait de la calligraphie, il y avait des gnawa. Voilà. Et ça, c'était aussi une manière d'approche aussi à notre culture. Pour le travail de la promotion vraiment de notre culture, j'ai travaillé beaucoup dans les écoles et les académies en programmant des groupes locaux d'ici du Maroc, par exemple Gnawa, la musique du Moyen Atlas. Actuellement, il y a Rugada de Oujda qui ont sillonné, qui ont fait 26 animations dans les écoles de la communauté française. Et ce sont des classes d'éveil, qui veut dire que les enfants reçoivent déjà à l'avance un feuillet pédagogique qui explique un peu la musique, les origines, les instruments. Ce sont des animations de 50 minutes. Voilà, et maintenant je travaille toujours, je fais beaucoup de consulting pour des organismes locaux. Dernièrement, depuis ces dernières années, je travaille beaucoup sur la musique actuelle pour aussi montrer qu'il y a des choses qui se passent ici, la musique actuelle marocaine. Par exemple, j'ai programmé pour Maghreb, Nurdistan, et c'était dans un lieu qui s'appelle le VK en pleine Molenbeek. Et c'est un quartier, c'est un lieu culturel underground, mais qui n'a pas de lien avec la communauté. La communauté qui habite là, la plupart, c'est des Marocains. Et le seul moyen pour... on m'a contacté, j'ai dit oui, si vous voulez attirer un peu ce public, il faut ouvrir votre programmation. Et de ça que j'ai collaboré avec le boulevard pour la programmation. Il y avait Madine Nassouli, il y avait pas mal la plupart du groupe actuel. Voilà. Un peu. Et oui, mon dada maintenant, c'est apporter surtout aux artistes marocains un support, plutôt un accompagnement professionnel et mutualisé. Parce qu'on parle des artistes, on a pas mal d'artistes, ils travaillent, mais il y a tout un système qui n'est pas légal ici. Et après, il y a toujours des soucis pour l'accompagnement administratif. Et j'essaie d'apporter un système qui existe en Belgique qui s'appelle SMART. On a fait tout un travail de sensibilisation, on continue encore, et en espérant qu'on peut apporter ce service à nos artistes marocains ici. Nous notons, merci beaucoup. Merci beaucoup. Notons que le bureau export marocain est en train de se mettre en place et que c'est aussi à l'initiative de Brahim Mazdane. Deux choses, si tu me permets, parce que tu es sur la Belgique. On notera qu'il y a un événement ô combien important qui se déroule tous les 4 ans. Alors j'ai calculé 4 ans, c'est les années électorales, tous les 4 ans. C'est un événement qui s'appelle Débat Maroc, qui fait la part belle au Maroc, et c'est un événement majeur pour tous les 4 ans, qui coïncide avec l'année électorale. Comprendra qui veut, mais je crois que la chose aussi importante, c'est que c'est un événement de très grande qualité, il faut le souligner. Même si c'est un peu électoraliste, j'avoue que c'est de très très bonne qualité. Et que Mohamed Ekoubal, qui a dû repartir hier, consacre l'édition 2018 du Moussem à la ville de Casablanca, donc un lien encore étroit avec le Maroc. Donc, comme quoi, le Maroc, toujours dans les veines. Je voulais terminer. Quand je dis terminer, je vais prendre des questions. Je sais que j'ai au moins 2 ou 3 questions et je donnerai après la parole dans le public à Rachida et à Karim. Mais finir avec Mounir, en tout cas au niveau des intervenants, puisque Mounir est un acteur culturel à son niveau, pour moi qui est élevé, parce que Mounir, on le croise partout, on le reconnaît de loin. Je ne dis pas pourquoi on le reconnaît, mais en tout cas, voilà, Mounir est à l'écoute de la scène avant-gardiste. Moi, j'ai toujours travaillé avec lui depuis le début d'Arabesque, quasiment. Et on a toujours eu des goûts similaires, justement, et proches de la nouvelle scène du monde arabe. Il est tourneur, il va en parler, il est producteur, il accompagne, il a beaucoup aidé des artistes et marocains, pas des moindres, il va en parler.
mais il a toujours été à l'écoute et très très impliqué dans le développement de la nouvelle scène et notamment marocaine. Mounir, à toi la parole. Merci. Tout d'abord, je m'excuse, j'ai presque plus de voix. On sort de 3 Je jours. ne vous dis pas pourquoi. On a fait la fête hier, ça c'est vrai. Et c'est aussi l'occasion d'un grand rassemblement. C'est la grande messe annuelle Visa for Music. D'ailleurs, la preuve autour de cette table. On se voit, je crois, chaque année ici. C'est un espèce de rendez-vous super important. Merci Brahim pour ça. Et aussi parce qu'on sort de 3 jours de formation qu'on a fait ici avec un copain sénégalais, Luc Maïtoukou, autour du développement de carrière et du management culturel. Donc moi je m'appelle Mounir Koupej, j'ai grandi à Casablanca, mais je suis né à Trappes. Donc moi c'est l'inverse. Mes parents sont rentrés 9 mois après ma naissance. Compliqué ça. Pour la petite anecdote, je suis toujours sous carte de séjour. J'ai été très paresseux sur la question de la naturalisation, peut-être aussi un questionnement personnel sur qui je suis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être français pour vivre en France. Je suis parti en 2004. En France, j'avais 19 ans, un an après mon bac, et à l'époque, j'avais des longues dreadlocks et je faisais du heavy metal. Voilà, j'étais bassiste du heavy metal. Donc je fais partie de ceux qu'on pourrait appeler les enfants du boulevard, auxquels je tiens à rendre un hommage permanent et incessible, parce que s'il n'y avait pas eu ce festival, je ne sais pas si je serais devenu musicien, et si je me serais lancé dans cette aventure de musique actuelle. Je suis arrivé en France en 2004, à la Guillotière, et j'habitais à l'arrêt Saint-André, Mohamed. Voilà. Et j'ai fait, bon, je n'ai pas voyagé aussi loin que Paco, et j'aurais tellement aimé. Mais du coup, j'ai fait Lyon, Bordeaux, Marseille. Pas mal, hein, déjà. Pas mal, déjà. Je me suis fait une opinion sur les différentes villes françaises avant de choisir laquelle. J'ai fini à Paris. J'ai fait des études de management et de direction de projets artistiques entre les différentes villes. J'ai fini à la Sorbonne et à la fin de vers mon master, mon stage a déterminé quelque part mon orientation professionnelle, puisque j'avais déjà commencé une action au Maroc qui me tenait à cœur, parce que la grande question qui se posait pour moi au Maroc, c'était l'enseignement musical. Parce que moi-même, j'ai manqué de ça quand j'étais adolescent, c'est-à-dire que la basse, je l'ai apprise en regardant des vidéos et en demandant à des copains de m'apprendre des choses. Donc j'espérais pouvoir développer quelque chose au Maroc autour de l'enseignement de la musique. J'ai toujours pas perdu cet espoir et je travaille là-dessus de façon un peu personnelle pour l'instant, mais en essayant de rassembler des copains autour de la table pour faire quelque chose. Et donc, je suis revenu à l'occasion du festival de Dakhla, où José Kamal m'a demandé de proposer des ateliers, et a accueilli des ateliers. Et on a commencé la première année avec un atelier de 15 personnes et un atelier de guitare. Et la dernière édition, on était à 600 enfants dans toute la ville et 12 intervenants. On a fait de cet axe pédagogique un axe majeur. Ça c'est pour la petite histoire, puisque ça a duré quand même 5 ans cette affaire, et qu'on était en train de travailler aussi, on a fait une étude de terrain pour proposer des écoles de musique itinérantes, qui est le projet qui me tient à cœur et que j'espère monter un jour. À la fin de mes études, j'avais le dilemme de rentrer, rester. J'avais le dilemme de partir dans la production, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est création, production, et que ça me tient à cœur. Je viens de la création, donc ça me tenait à cœur. Et la question de la pédagogie, qui me tenait aussi à cœur. J'ai finalement bifurqué vers la production pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici. Et j'ai travaillé dans la fabuleuse maison de disques et de tournées Accords Croisés, où là je me suis ouvert au monde entier. Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où je suis arrivé dans la boîte, il y avait un projet marocain qui sortait. Il y avait le nouvel album de Hamid Qsari avec Karim Zied, qui sortait. Donc j'ai géré avec toute la sortie de l'album. Puis ensuite, je me suis retrouvé donc à apprendre un métier, qui est celui de la production, en travaillant comme responsable de la communication, responsable de projet label chez Accords Croisés pendant 3 ans. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de m'envoler de mes propres ailes et de revenir à mes vieux amours, à savoir les musiques actuelles. Parce qu'à chaque Accords Croisés, on est sur des grandes traditions musicales que j'aime beaucoup, que je ne renierai jamais, mais que par contre, qui n'était pas mon ADN musical premier. Donc j'ai créé une petite structure avec un autre copain marocain qui est rentré aujourd'hui au Maroc, qui est Yacine, et un copain français, Quentin, qu'on appelait Ginger Sounds, les sons du gingembre, avec l'idée que le gingembre est partagé par tous les pays du Sud.
et que c'est un condiment qu'on aime tous parce qu'il nous donne la pêche. Et Ginger Sounds a démarré avec une artiste marocaine majeure, avec laquelle on a fait presque 220 concerts en 3 ans, la chanteuse Donc moi, quand j'ai rencontré... Moi, je connaissais depuis le début des années 2000. À l'époque, elle faisait partie, comme nous tous, de la scène actuelle. Elle était dans le hip-hop et la soul. Et là, elle venait de sortir son album Soul of Morocco. Moi, j'ai monté mon agence, tout coïncidé. Ça s'est super bien passé. On a fait 4 continents. On a fait 200 concerts sur toute l'Europe. Ça a été une belle aventure. J'ai travaillé aussi avec Nerdistan, avec Idriss El Mehdi. Donc le catalogue, quand je l'ai démarré, il y avait beaucoup d'artistes marocains. Aujourd'hui, il est beaucoup plus diversifié sur le monde arabe et sur l'Afrique. C'est étonnant pour un Marocain. Et donc voilà, aujourd'hui on a une vingtaine d'artistes, on est 5 dans la structure, on organise plus de 150 concerts par an. Mais mon lien avec le Maroc aujourd'hui, il est vraiment dans la transmission de ce que moi j'ai eu l'occasion d'apprendre. Parce que je sais que j'ai eu un privilège de pouvoir faire des études, déjà au Maroc, un privilège d'aller pouvoir les continuer à l'étranger. Il me semble important que je puisse revenir partager ce que j'ai eu la chance d'apprendre. Donc je reviens chaque année à Visa for Music pour faire des formations sur 3 jours, des formations de management culturel, de production. Je me suis aussi beaucoup investi dans le milieu qu'on appelle le milieu des musiques du monde en France, puisque je suis secrétaire général du réseau français des musiques du monde. Habib est avec nous au conseil d'administration et on défend aussi la cause des musiques d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et d'Afrique de façon générale au sein de ce conseil d'administration. J'ai eu l'occasion aussi de travailler fortement sur la production de délégués de la saison Maroc à l'Institut du monde arabe. Tout à fait. Puisque qui a connu un très gros succès. On a produit plus de 25 spectacles. Un travail de 6 mois, on fait venir 150 personnes. Donc je suis un peu le Benjamin de cette table et je suis admiratif du parcours des collègues parce que vraiment, il faut tenir sur la durée, hein. Tout le monde le sait, les métiers de la culture et de l'art, on n'est pas là pour être riche, on n'est pas là pour être dans le confort. On est là parce qu'on a une foi en un dialogue interculturel plus que jamais nécessaire. Et comme disait Habib, en France, c'est compliqué en ce moment. On se prend des politiques qui veulent nous cliver. Nous, je pense qu'on a envie de vivre ensemble. Je pense que, de façon générale, le métissage est au cœur même de l'identité marocaine. Donc c'est normal qu'on essaye de conserver ce métissage et de le faire progresser partout où on va. Que ce soit au Brésil, ou que ce soit en Hollande, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou ailleurs. En Norvège. En Norvège aussi. Et donc voilà. Avec cette structure-là, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que Ginger Sounds n'a pas de limite en termes de nationalité. La seule limite, c'est la qualité artistique. On essaye d'être vraiment à la recherche des artistes les plus performants, les plus puissants, et je suis énormément à l'écoute de la scène marocaine. Et en ce moment, j'essaye de faire pas mal de rencontres avec des artistes marocains pour parler de leur projet et voir comment on peut faire progresser le projet et l'emmener vers d'autres cieux. Voilà. Merci beaucoup, Léa. Juste un mot avant de te donner la parole, Karima. Ginger Sound, le son du gingembre. En préambule, je disais, ça tourne toujours autour de la gastronomie quand même au départ. C'est un peu. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Arrête, sinon on va avoir faim. Ouais, bon, ça va. Karima, Rachida, pardon, excuse-moi. Je veux bien que tu viennes par ici prendre le micro et nous parler un petit peu. Voilà, non, vas-y. C'est parmi les choses que je déteste. Ah ben justement, comme tu détestes, on va t'aider à le détester moins. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Rachida, d'origine d'Agadir. J'ai quitté le Maroc en 1986 pour aller en Suisse pour étudier là-bas. J'ai fait l'université à Lausanne. Après, je me suis spécialisée dans tout ce qui est management hôtelier. Et après, dans le marketing et relations publiques. Je travaille pour de banques suisses en étant collée des markets pour le Moyen-Orient. Et puis, j'organise aussi des festivals du film
Mon Dieu, tu n'as pas parlé. Regarde-moi, regarde-moi. Ah, j'arrive pas, c'est la seule chose. Alors. Prends le téléphone. Comme si tu téléphones. J'arrive pas, j'ai jamais aimé ça. Ça fait tu. Je suis toujours à la On est entre nous, regarde, on est entre nous. Je suis toujours à la Hamish. Anyway. Et puis, je travaille pour, comme je disais, je travaille pour des banques suisses, autant qu'on Lady Market pour le Moyen-Orient. J'organise des festivals du film. Des festivals du film. Ah, j'organise le festival du film international du film oriental à Genève. D'accord. Je suis aussi l'organisatrice du festival international du cinéma pour tous à Tiznit. Je suis à la 8e édition. Autrement, je travaille avec Karim comme relations publiques marketing pour la Creative Event Agency basée sur Amsterdam. Et je travaille aussi comme directrice artistique pour une association qui s'appelle Heavy Music Club Indi Mawhiba, qui est basée sur Agadir. D'accord. Voilà. Tout ça. Tout ça et pas beaucoup de Tu choses. voulais pas parler, tu voulais rien dire. Non. Genre, oui, je fais ça. Autrement, je fais les films, je suis productrice des films, mes films ils passent partout dans le monde. Et tu fais du couscous? Et je fais du couscous, je fais de la pastilla, je fais tout. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gastronomie. Tout simplement, c'est tout. C'est passionnant, vraiment, bravo. Vous ne pouvez pas parler, hein. On a force, hein. Karim, je t'en prie. Nederlands. Ah, Nederlands, ja. We gaan Nederlands spreken. Mais comment tu fais là quand tu présentes les mais ça, films c'est autre chose, ça, c'est aux différent. Suisses, c'est plus facile, Oui, moins c'est plus intimidant, facile. parce qu'ils applaudissent jamais, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Karim. Tout d'abord, je veux me remercier pour mes amis, parce qu'ils ont partagé leur expérience avec leur méthode de vie dans le monde de la musique, parce que la musique, c'est la communication. Moi, si je suis marié dans d'autres pays, je suis né à Maroc, je suis né à Rabat, mais à l'âge de 7 ans, il est à Kinitra, mon père a travaillé là-bas. J'ai fait mes enfants là-bas, ça veut dire toute mon enfant, ça veut dire depuis que j'étais petit, j'ai vécu là-bas. Après mon bac, j'étais allé en Belgique, à Bruxelles, j'ai habité 2 ans. J'ai étudié comme assistant social sur le domaine pour les jeunes. Après, j'ai quitté, je suis allé à Hollande m'installer. Là-bas, j'ai commencé à nouveau. Et de là-bas, j'ai travaillé 10 ans à la maison des jeunes. Et de là-bas, ça veut dire que j'essayais de donner des activités sur les jeunes pour avoir, sortir des problèmes de la vie, le problème culturel, le problème pour aider à avoir stabilité sur leurs études, suivre leur manière de vivre avec un bon positif, pas négatif, parce que toujours on parle des choses négatives, moi j'essaie de positif. De là-bas, j'avais une idée pour la musique. Alors il y a quelqu'un qui DJ, qui je connais, c'est un ami, il m'a dit voilà, tu aimes la musique, pourquoi tu ne rentres pas comme DJ? Tu fais des trucs. J'ai dit ok. Alors j'ai commencé à apprendre. Alors je suis fait pour 1 an, 2 ans comme DJ. Et ça veut dire que j'ai joué à Amsterdam. Amsterdam. Ouais. Là où tu es installé actuellement. Oui, je suis installé. Alors j'ai fait des petits clubs pour jouer, des petits feats à gauche à droite. Après certains temps, j'ai pensé que voilà, la musique c'est grand, ça veut dire que DJ c'est quelque chose de différent, tu vois. Mais je veux faire plus parce que je suis comme Marocain, je veux le voir si c'est la musique, le marketing musique différent. Ça veut dire que c'est pas seulement les DJ, mais il y a aussi des artistes, des groupes. Alors ça venu l'idée que voilà, je vais essayer de moi-même un nom de Creative Event Agency, ça veut dire que j'aime bien être créatif. C'est-à-dire, ça veut dire que je peux travailler avec tous les événements et je peux essayer d'avoir comme un agence. Ça veut dire aider, supporter d'autres artistes qui veulent que je veux leur profil être promoteur sur domaine artistique. Donc, tu fais la promotion, pour bien résumer, tu fais la promotion un petit peu des artistes marocains spécifiquement marocains? Non, pas seulement marocains, mais seulement pour l'instant j'ai essayé de commencer par le Maroc. Pour le Maroc, pour voir, j'ai 2 DJ à Marrakech. Maintenant, je promote son profil dans une jour à Marrakech, tout ça, c'est bien. Mais en même temps, tu vois, j'avais aussi beaucoup d'idées pour avoir supporter les jeunes talents
qui est un Marocain ici, ils pensent que leur avenir, leur carrière, c'était en Europe. Mais moi, j'ai pensé que voilà, si je peux faire un projet d'ici culturel, c'est pour cela j'ai essayé de travailler comme partenaire avec Andy Moriba à Agadir, que Rachida a parlé. Alors je suis partenaire de eux, alors je suis dans leurs activités, je les supporte. Alors, quand tu dis tu les supportes, c'est-à-dire que tu travailles avec eux ici ou là-bas? De là-bas. De là-bas. Oui, c'est ici. Tu les fais venir en Hollande? Non, pas encore. On est en train de... de... Tu aides à la structuration ici, locale. Locale. D'accord, très bien. Et bah, c'est pour moi, c'est aussi une autre expérience au Maroc parce que c'est différent. C'est nécessaire. Mais moi, comme je dirais, mon but c'est d'avoir que ça veut dire c'est pas seulement supporter comme jeune Marocain talent, artiste, ça veut dire que on est tous Marocains, on a un but de réussir, ça veut dire dehors ou bien au Maroc, l'essentiel c'est toutes ces portes. C'est nécessaire d'aider à la structuration des jeunes groupes marocains pour leur permettre, artistes, hein, quand je dis groupe, c'est aussi musiciens, mais aussi peintres, et les aider à s'exporter s'ils le veulent, parce que c'est pas toujours une obligation. Hein. Je m'excuse parce que je dirais, j'ai juste commencé 3 mois. Dans un café, je fais des événements chaque dimanche, la poésie, la musique et le culturel. J'invite tous les jeunes talents africains, marocains, en Amsterdam. Chaque dimanche, on fait chaque événement, chaque concept différent. Et de là-bas, j'essaie de voir des auditions, workshops avec des artistes. Mais là, c'est pas que pour le Maroc. D'accord, très bien. Ok. Merci beaucoup, Karim. Merci. J'essaye de garder le temps parce qu'on a un peu dépassé, mais je vais prendre une ou deux questions dans la salle. Je crois que j'ai vu... Oui. Rachid. Voilà. Merci, Karim. Merci. Alors, je m'appelle... Ça marche. Il marche. C'est bon? Non, ça marche pas. On entend d'ici. Voilà. Mais on entend. Voilà. Je m'appelle Rachid Sbey. Je suis de Montpellier, de la région, tu vois. Bien sûr. Voilà. Mais il ne marche pas ce micro, aussi. C'est pas grave, on vous entend très bien. Voilà. Donc, je voulais simplement vous dire un petit mot par rapport à... Parce qu'on a pas mal de choses en commun. Voilà. Nous avons pas mal de choses en commun. Je suis vraiment ravi d'être là par rapport à l'action culturelle qui peut être menée ici et la contribution des acteurs qui habitent à l'étranger. Moi, je suis parti du Maroc à l'âge de 18 ans, mais avant de partir, j'étais déjà dans le milieu artistique et culturel au Maroc, puisque bon, j'étais à la télévision marocaine, avec les émissions pour enfants, j'étais avec le théâtre à l'époque, la Chabab Massané, Rabat, etc. Donc j'étais dans le monde artistique et culturel avant de partir en France en 78. Donc c'est déjà presque 40 ans. Donc là-bas, il y a eu, donc je vais vous faire rapidement, je ne vais pas revenir sur les parcours professionnels, mais simplement quelques expériences qui me paraissaient importantes à signaler, l'envie de dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on doit passer par une capitalisation de toutes ces expériences pour en faire quelque chose. Je crois qu'on est prêt maintenant. On a ramassé énormément, on a accumulé énormément d'expériences et je crois que le moment est venu de faire la capitalisation. Donc la capitalisation me paraît quelque chose d'intéressant à faire. Alors parmi les expériences que j'ai menées, bien sûr j'ai fait le groupe Lascom avec Rimad, Nilouas à Montpellier. Bien sûr il y a eu aussi la première centre culturel africain qui a été créé à Montpellier en 86. On a créé aussi la Movida qui était un café-concert à Figueroa, que tu connaissais Habib. Voilà. Et puis après, il y a eu les échanges culturels qu'on a fait avec du jazz, avec Fethi Tabé, on est allé partout dans le monde, avec du jazz, avec le Bahri, on a joué aux États-Unis, etc. Donc, je crois que chacun d'entre nous ici, et je crois qu'on est beaucoup, on a chacun des expériences énormes. Je crois que c'est important maintenant de réfléchir, je pense, par votre organisation. Moi, je ne suis pas organisateur de rien du tout, je suis mauvais organisateur, et je ne sais pas, mais je suis très impliqué dans le monde culturel, et je préfère qu'un jour, on puisse retrouver à la limite un moment de capitalisation de toutes ces expériences.
les documenter, les sortir, parce que moi, une autre question qui m'interpelle, c'est le lien avec les musiciens marocains ici, mais pas de la Nouvelle-Scène. Je crois qu'il y a une richesse culturelle qui n'est pas de la Nouvelle-Scène, qui est la base, qui est le rétroviseur. Je crois qu'on a besoin d'aller vers eux. Ils n'ont rien comme organisation, ils ne peuvent pas s'organiser, ça on le sait très très bien. Il y a un problème, mais je crois qu'il y a un petit effort à y aller vers là. Pour la formation, comme tu disais, c'est quelque chose aussi qui m'interpelle beaucoup. Avec Aïnel Saadi, à un certain moment, on avait un projet de transfert du jam de Montpellier vers les abattoirs, qui n'a jamais abouti. Mais je reste toujours convaincu que l'expérience du jam à Montpellier peut être transférée à Montpellier, à Casablanca, pour la formation. Parce que cette nouvelle scène ne peut avancer, ne peut pérenniser que par la formation, comme la Movida en Espagne. Voilà. Oui, alors moi, c'est tout à fait vrai. Je rappelle juste qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont là sur le salon. Et on en a beaucoup parlé, chacun d'entre nous, à différents niveaux. C'est le travail que fait le Boultec et le boulevard à Casablanca, et Mounir en a parlé aussi très bien. Et qui font aussi beaucoup de formations, d'accompagnement d'artistes, d'accompagnement à la structuration. Ils sont extrêmement actifs et je crois qu'aujourd'hui c'est un vrai satellite, tu ne contrediras pas, Mounir, de cette action et cette activité, en tout cas au Maroc. Et je vous invite en tout cas à vous y rendre. Ils ont des lieux. Ils sont au Technopark de Casablanca. Lieu qui leur a été mis à disposition justement pour travailler avec le directeur de Technopark, et voilà, ils sont aussi pas mal présents sur Rabat. Ils font beaucoup d'accompagnement, ils ont des studios de répétition, quasi les seuls à Casablanca, et c'est des rockers à Laval aussi, tu vois, donc c'est vrai que c'est... juste un petit point, le travail que font nos jeunes Casablancais quelque part, qui est magnifique comme tu dis. Le seul souci, c'est que le Maroc ne se résume pas qu'à Casablanca. C'est sûr. Voilà, c'est ça le souci. Il y a plusieurs centres un peu de partout. Oui, mais exactement. Mais, on vient de parler de diversité, ça serait contradictoire. Complètement. Savoir comment le dire entre Oujda, Sahara et Chlouh et compagnie. Rien à voir. C'est notre culture, c'est une locomotive. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, ils sont pilotes. Alors la demande, elle est tellement importante déjà à Casablanca, ils n'arrivent même pas à y répondre. Ce que je veux dire, c'est que elle a le mérite d'exister, de se structurer, et c'est un festival qui a développé des liens forts et des partenariats avec beaucoup de festivals internationaux, et notamment Garo Rock est un partenaire très important aussi et historique. Il faut des technoparks un peu partout oui, dans le Maroc. C'est vrai, mais il y a un lieu qui s'est ouvert qui s'appelle le Technopark aussi en face du ministère de la Culture. C'est bien parce qu'on peut voir ce qui se passe du ministère. Et du coup, non, c'est pas surveiller, voir ce qui se passe. Je commence pas. Je veux pas ennuyer avec les autorités marocaines. Et non, mais c'est vrai qu'il y a un lieu qui se crée. Alors c'est qui s'est créé, plusieurs studios d'enregistrement. Ils aident à la structuration, aux projets émergents, et c'est juste en face. Voilà, c'est le Technopark de Rabat, qui est à côté de la Médina, en face du ministère de la Culture. On a rencontré les directeurs, donc ils en ouvrent un à Marrakech, ils en ouvrent un à Tanger, et il m'a parlé d'une troisième ville que j'ai oubliée, mais en tout cas voilà, ça commence. Et c'est très souvent des initiatives privées qui commencent à être un petit peu soutenues par la fondation, mais toujours privées, mais il faut le souligner quand même, c'est beaucoup d'initiatives privées. Je cherche le nom. Ouais, alors je vais prendre des questions. Il y a juste une question derrière, pardon, ma question. Il y a une question, je vais prendre la question et la dame. Alors, moi je voulais juste revenir au sujet parce que le sujet est contribution des acteurs et opérateurs culturels résidant à l'étranger au développement culturel national. Donc j'aimerais bien qu'à la fin on puisse faire une petite conclusion dans ce sens-là. Ouais. Je me présente, je m'appelle Benaïs Alcide, j'ai vécu 45 ans à Berlin
Et j'ai créé, après la chute du mur, un grand centre socio-culturel où je me suis occupé de la programmation, de la conception, de recherche de moyens, etc. C'était devenu en 2000 le lieu de diffusion le plus important d'Allemagne et beaucoup aussi des musiques actuelles françaises, entre autres. C'était très important de collaborer avec les bureaux musique d'export de la musique française parce que ça permettait de faire aussi le développement des artistes berlinois. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour la scène indépendante allemande, mais j'ai travaillé aussi avec beaucoup d'artistes marocains ou algériens à travers le bureau export de la musique française, c'est-à-dire c'était les priorités de l'export que j'invitais à Berlin. J'ai pas pu faire beaucoup pour la scène culturelle marocaine parce que c'est très difficile. J'ai invité des associations de Beiti à l'époque, de Casablanca, et ils ne sont jamais arrivés. Donc c'était très difficile de continuer dans ce sens-là. Je voulais juste dire que ce que je constate, c'est que bon, il y a beaucoup d'amis que je connais ici, qui se sont présentés. On discute ensemble souvent, donc on se connaît plus ou moins. Je suis ravi de faire connaissance avec d'autres personnes. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter après au salon. Mais ce qui me semble important, c'est qu'il y a la présence de Monsieur le Président des Marocains de l'étranger, je pense. Pas encore. Non, oui, non, quelque chose dans ce sens-là. C'est pour ça que mon intervention va dans ce sens-là. Pourquoi ne pas constituer un bureau des acteurs culturels marocains à l'étranger, c'est-à-dire avec les gens qui sont là, parce qu'ils ont une expérience, justement, ils ont décrit leur expérience, et c'est eux qui sont capables de faire des propositions culturelles, d'éducation, de formation et de mobilité pour les artistes. Voilà, c'est tout. Merci. On peut tenter d'y répondre aussi à cette question, parce que c'est une question. Oui, une proposition, parce que elle se fait, peut-être pas de façon importante, Mounir le dit, mais elle se fait aussi de façon un petit peu informelle. Oui. Je vous rappelle que j'ai discuté avec, j'ai fait tous les festivals entre les années 90 et 2005, et j'ai rencontré Abdou depuis 20 ans, 25 ans, et on discute depuis 20 ans, justement, de structurer cette idée d'informel, de la rendre plus, disons, plus visible et plus formelle. Voilà, plus opérative, et c'est les droits des citoyens qui payent leurs impôts, qui peuvent aussi contribuer à la construction de ce modèle. Mais c'est une très très bonne remarque, et moi j'ai une question à la question. C'est-à-dire, qui doit le faire? Est-ce que ça doit être le ministère de la Culture qui doit le coordonner? Je parle d'un point de vue normal, institutionnel. Non, le CCME, moi je dis pas ça parce qu'il est là, mais Youssef, pardon? Même eux. Non, mais moi je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord pour le CCME. Ils ont aussi une légitimité beaucoup plus, je peux l'entendre, que le ministère de la Culture actuel. Mais le CCME, Youssef tout à l'heure, en préambule a dit, on est tous dans tout le bureau, c'est des Marocains, c'est d'abord des Marocains disent de l'étranger. Moi j'aime pas Marocains de l'étranger, c'est péjoratif. C'est Marocains du monde, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont partis du Maroc, qui sont d'origine marocaine et qui sont venus. C'est l'exemple même de ce que vous citez. La constitution à la base du CCME, même si ça vient du bureau institutionnel d'un peu plus haut. Mais quand ça a été créé, tu me diras si je me trompe, mais c'est que c'est un bureau qui s'est composé justement de ces Marocains du monde, qu'ils arrivent avec un diagnostic, avec un savoir-faire qu'ils ont appris. Youssef discute avec lui, vous allez voir son parcours. Mais il y a plein de chargés de mission qui ont juste un parcours assez hallucinant et qui ont créé ce bureau pour justement être un peu plus objectif sur les projets de coopération qu'il peut y avoir à l'étranger et avec le Maroc. Mais même à leur niveau, c'est extrêmement difficile. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont actifs. Ils ont édité beaucoup de choses, ont fait beaucoup d'études, aidé à des expositions, on en a parlé tout à l'heure, à se mettre en place.
Nous, ils ont travaillé avec nous aussi sur le festival, sur une des éditions. Et même à ce niveau-là, alors nous, on se pose la question, un bureau comme le CCME, dont c'est la vocation, le fait, on l'a dit, avec les moyens quand même qui sont extrêmement limités, alors là, qui doit le faire? Moi, je pense que c'est fonction pas bien dans le pays. Le modèle, il faut pas. Je termine juste. Maintenant, c'est une discussion qui devrait être menée entre les membres constituant le réseau. Mais il ne faut pas négliger non plus les professionnels qui sont dans le marché, disons, commercial, comme Casablanca, des gens comme ça, parce qu'ils travaillent aussi avec les gens marocains. Il faut aussi créer un pont et essayer de ne pas penser seulement institutionnel et subvention. Penser aussi dans d'autres catégories pour se rendre indépendant. Voilà. Parce que là, si je peux ajouter quelque chose, parce que la plupart de nous, personne n'est missionné par le Maroc ou par un ministère pour faire ce qu'il fait. Et on y arrive même avec les difficultés, avec les problèmes. Et pourquoi pas, on ne se réunisse pas entre nous et on met ça. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de... Mais Paco le dit à demi-mot, mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, parce qu'on a envie de le faire, on n'a aucune obligation de le faire. Mais on l'a dit, on est né, on a fait nos études pour certains d'entre vous ici, qui est parti du Maroc, et le fait d'avoir émigré, ou comment tu disais tout à l'heure? Expatrié, monsieur. C'est de rapporter un petit peu ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu, cette formation qu'on a pu acquérir aussi dans ces différents pays où on s'est expatrié. Je sais pas, moi je suis. et de la ramener un petit peu ici, parce que c'est à nous aussi, en tant qu'acteurs culturels et social, et culturo-social. J'aime bien ce sens, je préfère. Et de venir aussi aider à la structuration de ces associations, de ces futurs acteurs. Mais elle existe. Et je le dis très sincèrement, elle existe, mais à un très très faible niveau. Et que c'est pas assez. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs permanents, on se pose la question à savoir qui doit vraiment la faire. Mais je trouve que d'avoir cette table ronde, je ne savais pas avant d'arriver là, je ne savais pas comment elle allait partir. Mais j'ai trouvé que les témoignages et les différentes expériences des intervenants qui sont là montrent un petit peu le champ de la diversité, c'est-à-dire où est-ce que chacun dans nos domaines respectifs, où on peut amener les choses et qu'est-ce qu'on peut rendre un petit peu à ces futurs acteurs marocains ou à ces opérateurs marocains. Et ça doit pas s'arrêter là. On disait, il faut que ça continue, il faut peut-être la prochaine conférence rentrer un peu plus en profondeur et avec des diagnostics pour ceux qui veulent les lire, mais surtout des solutions et des propositions, en mettant autour de la table les partenaires potentiels qui pourront agir ici localement. Ça peut être des fondations privées, ça peut être des ministères. Pourquoi pas? On a rigolé quand on a dit ministère de la Culture. Moi, j'aurais rêvé qu'il y ait un vrai représentant du ministère de la Culture pour lui dire... Il y avait quand même un ministre qui a fait beaucoup de choses ici. Il faut le dire, quoi. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Il a essayé d'être extrêmement actif. Il a développé des choses, tant bien que mal, parce que la machine elle est broyante. Hein, mais ça n'a pas suffi visiblement. Et pourtant, moi je sais, et en tout cas, il a essayé de faire beaucoup de choses. Et on voit même quand on a un niveau intellectuel très élevé et qu'on est fait de la culture et qu'on a envie de construire des trucs, visiblement c'est pas assez. Pour ceux qui disent que c'est pas assez. Et alors, je sais pas ce que ça va devenir, mais en tout cas... Il y a des trucs qui viennent du bas vers le haut. Ouais. Je veux dire, il faut peut-être pas attendre de miracle. Je crois que quelque part, on est en train de parler. Je crois que quelque part, on est en train de parler de quelque chose qui existe un peu déjà d'une façon, comment le contraire d'officiel, comment je dirais, enfin c'est informel, voilà, exactement. Pas dire officieux, t'as vu? Non, pas dire officieux, c'est informel, non, mais c'est au Brésil, il y a les Français qui parlent en vrille, qui parlent en portugais. Mais voilà, donc d'une façon informelle, je crois que c'est ce que Visa fait aujourd'hui, c'est ce que Hicham il fait du boulevard. Je vois le boulevard aujourd'hui, moi j'ai un festival au Brésil donc, qui s'appelle Nomade, le son des quatre coins de la planète, et on essaye d'avoir toujours au moins 4 continents présents.
Et très souvent, quand il s'agit d'Afrique, on deal avec le boulevard. C'est parce que c'est les mecs qui ont montré leur efficacité, qui ont montré un professionnalisme, une compétence, une honnêteté, un truc qui nous a conquis. Et ce que je veux dire, c'est surtout, voilà, quoi, je ne sais plus quel est le grand gringo qui avait dit ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. Ouais, il est mort assassiné. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas voulu dire son nom. Mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ouais, voilà, quoi, au lieu de bloquer un peu l'affaire en se demandant qui c'est qui va mettre le coup de baguette magique, je crois qu'on peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, quoi, je suis extrêmement fier de voir ce genre de rencontre, de voir ce qu'on en tire comme conclusion, sans aucune prétention, sans aucune politique, mais avec beaucoup de cœur. Moi, je crois que ça peut démarrer comme ça et aller loin. Je vais juste rendre à César ce qui est à César en 2 secondes. C'est pas par hasard que Brahim a monté cette conférence. Brahim n'a pas rassemblé par hasard des acteurs de la diaspora. Il a parlé de ça, Ça fait un moment qu'il veut le faire. Et après, je vous donnerai la parole, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis Rosa Polito, je suis italienne, journaliste. Et excusez-moi si je ne parle pas Très bien français. De cette conférence, j'ai compris que les Marocains dans le monde il aime manger. fait bonne chose, non seulement dans la musique. C'est vrai? Oui. This is my question. This is my question. Le Marocain dans le monde fait beau, non seulement dans la musique, mais pour son they give their culture in other place, and they give the other people the passion of this place, and this is very important because the other place, the other country, have a little piece of the Moroccan when the people go here. The Italy have the more Moroccan people, and we are happy to have to say welcome from these people and the culture, Moroccan culture. Thank you. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. Pour moi, donc, c'est juste un rêve. Peut-on rêver? Excusez-moi, ah oui, pardon. Peut-on rêver d'un Michael Jackson marocain? Pourquoi on aurait besoin d'un Michael Jackson marocain? On a une Asli Riwan, on a Lourisha, on a Nejat Tabou. Pourquoi on rêverait? Non, excuse-moi, tu veux intervenir là-dessus? C'est très important de sortir de nos fantasmes. Nous n'avons rien à prouver au monde. Nous devons d'abord valoriser ce que nous avons ici en termes de patrimoine, en termes de culture, en termes de créativité. Je ne veux pas d'un Michael Jackson marocain, on n'en a pas besoin. Michael Jackson n'est pas pour moi la seule référence. Moi, mes références, elles vont être beaucoup plus africaines et moyen-orientales aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un Michael Jackson marocain, on a besoin d'artistes marocains qui travaillent dur, qui proposent des formes artistiques puissantes et uniques, qui n'auront rien à envier à un Michael Jackson et qui iront partout dans le monde. Je peux terminer ma Oui, question. pourquoi vous posez, voilà, ok, c'est tout ça. On est bien fiers de notre Hicham Garouche. On est bien fiers de Mori Kanté, parce que vous parlez de l'africanité. On est bien fiers de Mariam Makeba. On est bien fiers de Manu Dubongo. Et la liste est longue. Parce que vous, messieurs, vous êtes capables de le faire. Je veux vous dire pourquoi. Nous avons M. Paco en Brésil, nous avons M. Mounir en France, nous avons M. Abdou en Belgique, nous avons, voyez-vous, nous avons ici des représentants qui font tout pour les artistes marocains, faire connaître, voilà, les artistes marocains. Parce que voilà ce qui se passe. Vous faites c'est-à-dire des festivités, des festivals, de temps en temps.
vous faites venir des artistes marocains. Pour une soirée, peut-être 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes, disons 2000. Et ça ne va pas au-delà. Mais il n'y a pas une promotion. On n'a jamais entendu vraiment d'un artiste marocain, alors que nous avons des chanteurs qui chantent en anglais, qui chantent en plusieurs langues. On peut valoriser, voyez-vous, on peut donner quand même un peu de punch pour faire connaître dans le pays grâce à vous, entre autres, hein, et grâce à votre relationnel aussi. Il n'y a pas de mal, cher Mounir, à avoir un artiste. Un grand artiste qui... Non, pas de souci. Mais après, non, je vais répondre. Ça s'appelle l'Office du tourisme, monsieur. Donc après, nous... Non, mais faire la promotion d'artistes, je parle pas de pays, parce que maintenant... Pour moi, ça s'appelle... Pour moi, j'entends. J'aime bien Garouche, mais j'ai pas son poster à la maison. Non, mais vous voyez, c'est aussi ça. Je veux dire, c'est selon les sensibilités des différents événements qu'on peut avoir dans les pays où on vit. Je veux dire, c'est pas une fois de plus. Paco l'a dit très justement à demi-mot, mais très justement tout à l'heure. On le fait sans aucune obligation. On le fait par plaisir, par passion, par lien, des fois. C'est pas un militantisme. On ne doit pas faire... c'est quoi, moi il y a 2 ans, j'ai pas fait venir de groupe marocain parce que je trouvais que ça correspondait pas du tout à la programmation. Si je fais venir des photographes, mais pas de musiciens, j'ai dit non, ça ne doit pas être une obligation. Je veux dire, à partir du moment où ça devient une obligation, ça devient une institution, et ça s'appelle l'Office du tourisme marocain, et ils le font d'ailleurs très bien. Il faut composer avec ça. On le fait une fois de plus parce qu'on a envie de le faire, et c'est pas... Le jour où ça devient une obligation, c'est pas bon, franchement. Je ne sais pas si j'ai répondu partiellement à votre question, mais... Je vais rebondir là-dessus. Si je m'énerve des fois un petit peu sur ces choses-là, c'est parce que je souhaite qu'à un moment, on retrouve un lien beaucoup plus fin avec notre identité, d'un point de vue culturel et artistique, qu'on arrête d'admirer les Américains. Moi, j'admire pas les Américains, désolé. Moi, j'admire les Maliens, j'admire les Sénégalais, j'admire les Libanais, j'admire tous nos amis de tous les pays du Sud, les Brésiliens, parce que je vois comment ils travaillent leurs produits. Ils ne cherchent pas la starification, ils cherchent la longévité de carrière. Et ça, c'est un truc qui nous a beaucoup manqué au Maroc, je pense. Moi qui étais en contact avec la plupart des artistes de la nouvelle scène marocaine, certains d'entre eux cherchaient plus la starification que la longévité de carrière. Et ça, pour certains d'entre eux, ça a bloqué les choses parce que des attitudes, des façons de faire qui n'étaient pas bonnes. Ceux qui ont décidé de faire le travail de fourmi, le travail de fond pour faire de la très belle musique et de la musique de haute qualité, eh bien eux par contre commencent à vraiment s'exporter correctement. Tourne dans le monde entier aujourd'hui. D'accord ? On veut parler d'une artiste internationale, tourne dans le monde entier. Et c'est d'autant plus valorisant que c'est une femme saharienne qui a une histoire incroyable et qui arrive aujourd'hui à des sommets dans le monde. Aziz Sahmaoui a joué sur 4 continents. C'est aussi un acteur de la diaspora, il pourrait être là autour de la table. Donc voilà, Mehdi Nassouli vient de revenir de je ne sais quel pays et repart dans je ne sais encore quel pays pour faire des créations. Il est connu dans le monde entier, il est plus connu que Louge ou que les personnes que vous citiez avant. Peut-être que c'est pas une star ici, mais à l'étranger, c'est une référence. Il faut composer avec les nouveaux réseaux de communication et les outils d'aujourd'hui aussi. Mais comme a dit Habib, je rebondis ce que tu as dit, il ne faut pas que ça devienne une obligation et une systématisation parce qu'on sacrifiera sur l'autel de la systématisation l'excellence artistique. Et ça, c'est super important. Merci Monia. Et je veux juste dire que la troupe, le groupe, l'artiste le Marocain qui joue le plus dans le monde aujourd'hui est sans doute le moins aidé, qui joue le plus dans le monde. C'est une compagnie de cirque qui est à Tanger, qui fait le tour du monde. Je veux dire, qui joue de New York. Alors, il nous racontait, je trouve que je suis très ami avec la directrice, qui nous racontait qu'à la fin ils ont joué à guichet fermé pendant 5 semaines à New York, par exemple, et qu'à la fin, on avait des Robert De Niro, des Sean Penn et tout qui venaient les voir, qui sont absolument pas accompagnés, pas aidés. C'est une banque privée qui les aide.
C'est-à-dire qu'ils ils jouent du Japon, au Canada, Amérique du Sud. C'est juste hallucinant, hallucinant. Personne n'en parle. Je veux dire, ils sont 10 fois plus connus. Alors on a je ne sais combien d'institutions étrangères, je dis étrangères, je dis d'ici, mais leur demande de s'installer, que ce soit en Suisse, chez vous, chère madame, de venir vous installer pour venir travailler, tout ça. Ils continuent. Vous savez où ils s'entraînent? Vous savez où ils s'entraînent? Sur la plage. Ouais, j'ai vu ça. Et ils jouent dans le monde entier. C'est la compagnie, toutes disciplines confondues, qui joue le plus. Et on a, moi, ils m'ont montré la dernière fois, la directrice, elle m'a montré, la fondatrice, elle m'a envoyé une photo. Ils ont joué au Japon, et ils ont joué au Japon, c'était juste magnifique. Et il y avait 2 Japonais qui tendaient le drapeau marocain, ils leur ont donné, ils leur ont montré. Et je trouve que j'étais avec quelqu'un du consulat, je dis regarde, tu connais cette troupe-là? T'imagines que personne ne les aide et qu'ils se démerdent tout seuls? C'est quoi le nom de la troupe? C'est le cirque acrobatique de Tanger. Vous voyez, moi je suis... Vous voyez, ça me révulse, ça me fait plaisir parce qu'ils existent et ils n'ont vraiment pas besoin de rappeler qu'ils sont marocains tout le temps, mais il se trouve qu'ils sont marocains, profondément marocains, définitivement marocains, et ils veulent rester marocains et qu'on s'en soucie très peu. Et pourtant, ils n'ont pas besoin du Maroc, pour le coup, pour faire le tour du monde et jouer dans les plus grandes institutions mondiales. C'est une Amazone, moi je l'appelle, c'est une Amazone qui est derrière, une femme de poigne qui est derrière, Sana El Kamouni, et qui défend bec et ongle, je veux dire, c'est une guerrière, et ils font le tour du monde, et c'est la compagnie, toute tendance confondue, qui fait le plus de spectacles dans le monde. Et pas dans le petit lieu, hein. Je veux dire, voilà, c'est la... Merci, je vais répondre essayer de répondre à votre question, et même si avec mon allure un peu smagrée, je représente une institution et ce que je dis, c'est aussi, je l'assume. Donc, pour le cirque d'Arna, c'est une institution que j'ai créée en 1994 à Tanger, après un retour de mission à Gaza. Et c'était avec enfants réfugiés du monde. Et à Gaza, à l'époque, il y avait, à Khan Younes, c'est-à-dire une petite ville à Gaza, au sud de Gaza, il y avait au moins 5 à 10 maisons de jeunes. À Tanger, il y en avait une seule. Donc lorsque je suis revenu, au lieu d'aller en France, je suis revenu à Tanger et j'ai rassemblé des gens de différentes couleurs, pas de politique, mais plutôt des gens passionnés par leur vie, par leur quartier, etc. On a créé Darna, et Darna, après, ça a créé une maison pour les enfants de la rue, etc. Et le théâtre Darna, qui a récupéré ces jeunes qui jouaient sur le trap, et qui existe toujours. Hein. Et tout ça avec des bonnes volontés marocaines. Ça veut dire, il y avait dit de... M'excusez parce que je dois faire la balance, c'est moi. Donc, des fois au Maroc, ce qui est bien aussi, c'est l'informel. C'est cet informel qui marche. Et c'est pourquoi le CCME, lorsqu'on nous a... Nous, notre rôle, c'est de donner des avis. Notre rôle, c'est pas de faire des actions. Et pourtant, on passe toute notre vie à faire des actions. Notre rôle, c'est pas de donner des avis. Donc, on fait un travail au niveau de l'éducation, au niveau du développement. Dernièrement, j'étais à Zagoura.